Merci beaucoup de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de vous présenter quelques approches liées aux infections virales et en particulier à la COVID. Donc, au Canada, on dit la COVID, pas le COVID. Donc, les travaux, en fait, bien que je sois mon poste à l'Université de Montréal, ont été faits en collaboration avec des gens de l'Université York surtout et d'autres universités. Sous l'égide du Centre canadien de modélisation des maladies. OK, donc là, j'essaie de... Ah, vous voyez la deuxième diapo? Oui, OK, donc je voudrais souligner que ceci est ma 5e participation à la SFBT. Donc, la première remonte quand même à plusieurs années. La deuxième était plus près d'ici, à Winnipeg, que Julien Rinaud et Stéphanie Portet avaient organisé. La troisième à Tunis. Et il y a maintenant 3 ans, j'avais eu le plaisir d'aller à Saint-Flour. Donc, ce que je voudrais présenter, c'est bon, quelques considérations, je dirais, sociologiques et littéraires ou des sciences sociales liées à la COVID. 2 exemples de modélisation très spécifiques. Le premier sur le déploiement de mesures d'urgence à Yuan lors de la phase initiale de la pandémie. Et ensuite, une autre approche qui est utilisée à Toronto et qui donne un autre type de conclusion ou d'approche de structure de modèle. Et en tout dernier lieu, si le temps le permet, probablement assez rapidement, je voudrais souligner un point technique sur la latence dans les modèles compartimentaux, comment ça mène à des problèmes plus mathématiques et qui sont quand même pertinents, mais pour le moment, surtout dans le contexte de la maladie causée par le virus de la dengue. Donc, à moins que vous n'ayez passé les derniers mois sur une planète autre que la Terre, vous savez l'état actuel de la maladie respiratoire sévère infectieuse qui nous cause toutes sortes d'ennuis. Donc, la première manifestation hospitalière à Montréal était en fait en janvier 2020, où on signalait quelque chose de mystérieux lié à possiblement un marché de fruits et mers vivant. Et donc, c'est quelque chose qui était connu en fait relativement tôt, mais pas dans la mesure de l'ampleur que ça finit par prendre. Et donc, le but des interventions est de passer de ceci à cela. Et en fait, l'idée de la pandémie est flottante dans la littérature, à la fois scientifique et populaire. Donc, j'ai ici quelques exemples de manifestations, je dirais spectaculaires, d'avertissement. Donc, ici, c'est en décembre 2010, où on parle des maladies tropicales. Donc, on met toujours le moustique en évidence. En 2017, on nous avertissait qu'on n'était pas prêt à affronter la prochaine pandémie. On publiait ce que nous avions besoin de connaître. Et en fait, le magazine québécois, Québec Science, en octobre-novembre 2019, était préséant en rappelant, bon, c'était le 100e anniversaire, pour ainsi dire, de la grippe dite espagnole. Et donc, on y revenait et on se demandait si on était prêt pour la prochaine pandémie. Évidemment, lorsque en mars 2020, on était en plein dedans, on se demandait
ce qu'on avait besoin de connaître, et chez vous, on se demandait ce qui marche ailleurs. Et donc, il s'est avéré relativement rapidement que c'était en fait une course contre la montre entre le virus et des moyens permanents d'intervention. Donc, le confinement, les gestes barrières, l'arrêt économique est une solution temporaire maintenant discutée comme étant inévitable. Mais la solution permanente passe évidemment par quelque chose comme un vaccin, ou en fait, c'est surtout la vaccination. Et donc, comme de intervention massive plutôt que de prévention maintenant que c'est là, au niveau global. Et en fait, il y a différents enjeux pour lesquels on doit s'attaquer à ce qu'on connaît maintenant comme les différents variants. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir les considérations politiques, bon, chez vous comme chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en cas de confinement? On peut prendre différentes approches, là, donc comme solution temporaire. On peut se mettre à la lecture, revoir les publications récentes. Donc, Astérix et la Transitalique, où on découvre un personnage du nom de Coronavirus et son fidèle Bacillus. Et de manière et par une particularité dont je m'explique mal la teneur ou le fondement, le coronavirus, non seulement en français, mais aussi en anglais, en néerlandais, en espagnol, en portugais, devient Caligarius en allemand. Donc, le coronavirus était déjà présent dans la bande dessinée. Il y a aussi eu une tentative de grande publicité à la première phase de la pandémie, pendant 24 ou au maximum 48 heures, en fait. Un détaillant belge a tenté de faire une blague en associant le coronavirus à la mort subite, donc 2 coronas achetés, 1 mort subite offerte. Donc, je ne connais pas chacun des intervenants sur à ce séminaire, donc c'est ce qu'on appellerait de l'humour belge. Et on peut aussi se mettre au cinéma. Donc, durant l'année 2020, beaucoup de gens se sont mis à faire beaucoup de choses en lien avec ou en conséquence de l'apparition de la pandémie. Et en particulier, il est apparu un certain nombre de listes de sites de films liés à une pandémie ou à des catastrophes ou à des visions apocalyptiques. Et en fait, on a documenté maintenant de manière sérieuse au sens des sciences sociales et des études de scholarship que visionner des films est bon pour vous. Et donc, en fait, on a ici des résultats d'une enquête auprès de quelques centaines de personnes, 302 de mémoire, qui mesuraient la préparation à affronter une pandémie en fonction du nombre de films liés à l'épidémie qui avaient été visionnés. Et la différence est significative. Donc, plus on a vu de films, mieux on est préparé. Et donc,
en fait, un peu dans cet esprit-là, mais pas vraiment parce que cette étude-là a été effectuée plutôt en été, publiée à l'automne 2020. Je me suis intéressé à la littérature la littérature cinématographique. Donc, en fait, j'ai été surpris, mais pas tant, de voir l'étendue de cette littérature. Donc, et dans des journaux sérieux comme Clinical Infectious Disease, où on s'intéresse aux particularités un peu sérieusement dans ce cas-ci, des chasseurs de virus et des tueurs de microbes. Et on a cette phrase un peu en porte-à-faux dans l'article on critique des films en disant que la préoccupation principale des producteurs n'est pas la précision scientifique, mais l'action. Donc, on dit ça à propos du film Resident Evil, qui est en fait basé sur un jeu vidéo. Donc, je pense que c'est une lecture un peu trop premier niveau. Un des aspects intéressants dans l'interaction entre le cinéma comme divertissement, c'est le cinéma comme outil sans être manipulation, information, surtout pour affecter la perception des gens, a priori pas formés scientifiquement, pour leur perception d'une crise de santé publique. Et donc ici, on a une recension pas complètement exhaustive d'un certain nombre de films avec certaines propriétés, en particulier si les événements sont le produit d'une conspiration, ce qui n'est pas dénué d'intérêt dans l'environnement actuel où certaines personnes, par rapport, par exemple, à la résistance ou le scepticisme vaccinal, peuvent avoir été influencés par leur exposition à différents films. Donc, le rôle des médias, comme je le disais, est de pouvoir aider, ou en fait peut être utilisé pour modifier les perceptions. Et donc, comme je le disais, beaucoup d'analyses sociologiques dans cette direction-là, avec la confiance du public envers les différents intervenants. Donc, dans une présentation antérieure qui portait strictement sur le cinéma, j'avais fait une recension assez exhaustive et j'avais découvert certaines perles dont je vais vous faire part de quelques-unes. La première pour cette audience me semblait appropriée. Donc, dans un film qui s'appelle Black Death, qui est en fait une reconstitution ou en fait une analyse ou on appellerait un docudrame sur la peste au Moyen Âge. Donc, on voit des pèlerins qui vont enquêter sur un village isolé qui n'est pas touché par la peste. Et évidemment, à l'époque, on s'interroge sur l'origine de la maladie et comprendrez que ça se passe en Angleterre et on dit d'où vient cette peste. Elle vient de la France, where all foul things emerge. Bon, plus pertinemment, la conclusion du film et des protagonistes, c'est que la seule raison pour laquelle le village était protégé, c'est strictement sur son isolement. Et donc, il n'y avait pas de sorcellerie, il n'y avait pas de magie, il n'y avait que l'isolement. Et les marais étaient une barrière naturelle. Donc, c'est quand même pas dénué d'intérêt qu'on cristallise ici l'effet de ce qui est finalement des gestes barrières naturels, donc la quarantaine en fait,
Donc, dans la multitude de films, certains sont particulièrement intéressants au sens où beaucoup des attitudes sont semblables à ce qu'on a en partie expérimenté durant l'épidémie, donc Outbreak. Contagion était le plus souvent cité. Et donc, déjà à l'époque, donc quand même 2011, les médias sociaux étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. On parlait ici de l'utilisation surtout des médias, un peu des médias électroniques, pas vraiment les médias sociaux, Twitter, Facebook et ceux les plus répandus maintenant. Donc, on mentionnait déjà l'analogie entre la contagion virale et la contagion de théories de conspiration. Et on soulignait que c'est plus facile de faire propager les fausses nouvelles que des vraies, ce qui est en fait avéré par un certain nombre d'enquêtes récentes. Donc, un autre film récent qui s'appelle La grippe, un film coréen, celui-ci met beaucoup d'emphase sur le confinement. Donc, une grande partie de la trame narrative repose sur le fait que les gens soient mis en quarantaine, en fait. Et bon, un certain nombre de films font état de perte de certaines sens ou sensations, donc perdre la vision dans Blindness. Dans Perfect Sense, en fait, perte successive de tous les sens, de l'odorat à la vue, ce qui est devenu pertinent dans certains cas et en fait, c'était pour la COVID, un des éléments à surveiller en plus des symptômes viraux, là, la perte de l'odorat en particulier. Bon, perte de fertilité qui est un thème récurrent. Apparition d'un virus qui mène à un sentiment suicidaire. Au Canada, un cinéaste est particulièrement connu pour avoir produit beaucoup de films catastrophes, David Cronenberg. Donc, historiquement, en fait, ses premiers longs métrages, Shivers, Rabid refait, et même Pontypool, qui est qualifié de Cronenbergien. Et donc ici, c'est un virus intéressant puisqu'il se propage par le langage et par la langue anglaise seulement. Donc, dans le contexte canadien, le remède ici, le vaccin, c'est de parler français. Et bon, toute une théorie sur la manière dont l'infection se produit lorsqu'on emploie certains mots. Et la conclusion, si on est pour parler anglais seulement, c'est, comme je l'indique ici, shut up or die. Donc, plus sérieusement, si on veut représenter la propagation des maladies virales, en particulier les maladies zoonotiques, on procède par modèles compartimentaux. Donc, la représentation traditionnelle est donc la représentation ou la partition de la population selon le statut lié à la maladie. Donc, le plus connu est les systèmes SIR, donc susceptibles, infectieux et remis. Bon, on ne représente pas par immunisé pour éviter la confusion avec infection dans l'abréviation, parce que ces modèles-là sont représentés par la première lettre de chacun des compartiments. Donc, on peut avoir des susceptibles infectieux avec récurrence, donc le modèle SIS. SIR est le plus connu. On peut avoir SIRS, donc ça c'est lorsque, une fois remis, on peut redevenir susceptible. Donc la différence entre SIS et SIRS,
c'est qu'on est toujours infectieux, même après avoir contracté. Ce qui cesse lorsqu'on est remis. Et ça, hier, on se donne la possibilité de distinguer les gens qui ont été exposés à la maladie sans devenir infectieux. Donc, ce serait les gens, quelquefois on dit infectés plutôt qu'infectieux. Encore une fois, à cause des abréviations, on évite 2i et SEIR. Donc, en fait, cette nomenclature très succincte pour construire et étudier des modèles qui peuvent être utilisés pour la prise de décision par les autorités de santé publique doivent être considérablement raffinés et beaucoup plus considérablement détaillés. Donc, en particulier pour le cas de la COVID, l'apparition de patients asymptomatiques a mené beaucoup de travaux à considérer un compartiment A. Dans d'autres instances, si on est intéressé à la capacité hospitalière, donc la mesure dans laquelle les réseaux de santé publique sont en mesure donc la mesure dans laquelle ces réseaux sont aptes à traiter tous les patients, les accueillir, les mettre en unité de soins intensifs. Donc, à ce moment-là, on a intérêt à mettre un compartiment spécifique pour les patients hospitalisés. Et donc, dans ces modèles-là, la plupart des représentations utilisent pour chacun des compartiments. Donc, il faut penser à une transition. Donc, si on peut évoquer une chaîne de montage ou une chaîne de production de virus ou de personnes affectées par la maladie. Donc, c'est comme un cheminement d'un compartiment à l'autre avec des temps de séjour dans chacune des catégories, donc dans chacun des états. Et donc, si on suppose que le temps de séjour suit une loi exponentielle, donc la probabilité de sortir de cet état est indépendante du temps qu'on y a passé, on s'amène à des équations différentielles ordinaires. Donc, ils sont mathématiquement plus faciles à traiter, mais pas toujours réalistes biologiquement ou les plus appropriés. Donc, il y a beaucoup de travaux sur cette représentation-là de l'exponentielle et je vais en parler à la toute fin dans la dernière partie de mon exposé. Donc, le premier travail que j'évoquais en introduction, que je voudrais présenter, c'est celui qui traitait de l'emploi des hôpitaux, qui s'appelle Fangkang apparemment, qui sont les hôpitaux de campagne, en fait, qui ont été déployés à Yuan lors de la première phase de la pandémie. Donc, c'est ces hôpitaux qui ont été construits en une douzaine de jours pour accueillir les patients et pour, en fait, contrôler la mise en quarantaine ou l'isolement de ces patients-là sans devoir utiliser la capacité hospitalière régulière. Donc, l'épidémie à Wuhan, donc ça c'est de janvier à mars 2020, s'est déroulée en 3 étapes en fait. Donc, il y a eu la première étape qui était avant l'établissement de ces hôpitaux de campagne, donc du 23 janvier à la mi-février. Puis, il y a eu cette utilisation des hôpitaux de campagne et ensuite, essentiellement, la disparition de la maladie, au moins à court terme. Et donc, pour représenter ou essayer de comprendre ce qui s'était passé, on a considéré un modèle compartimental.
Donc, comme je le disais, le modèle est un peu plus élaboré que les modèles SIS ou SAIR. Et donc, en fait, on a ici une des propriétés qu'on va introduire, c'est une distinction entre le personnel des soins de santé, donc les healthcare personnels, et les non-healthcare personnels, donc les travailleurs de la santé. Vont être considérés séparément puisque leur propriété de transmission, leur exposition à la maladie est plus élevée en général. Donc, dans un premier temps, bon, on avait les hôpitaux, là, les designated hospitals, c'est des hôpitaux qu'on pourrait appeler réguliers. Donc, on voulait ici comprendre la dynamique de l'hospitalisation chez les non-travailleurs. Donc, on a un modèle SEI, en fait, dans lequel on fait déjà apparaître les personnes infectées, mais asymptomatiques. Et en fait, on a des gens infectés asymptomatiques. Ceux de IW1, c'est les pré-symptomatiques, puisque les symptômes apparaîtront seulement dans la deuxième catégorie et ils vont être remis finalement. Donc, chez les patients qui vont développer des symptômes, c'est eux qui vont être hospitalisés. Donc, admis à l'hôpital, d'où ils vont être remis. Et on peut admettre directement des patients. Donc, ici, SH, c'est des travailleurs de la santé. Donc, on a la population générale, les travailleurs de la santé, donc les susceptibles, les susceptibles H, donc travailleurs hospitaliers ou de la santé. Donc, H, en fait, c'est H pour health. Donc, on a un SEI des travailleurs. Oups. Et un SEI-AR. Donc, en fait, un SEI-AR aussi, des travailleurs. Et donc, on distingue les deux catégories de personnes. Et ici, les traits pointillés représentent le parcours du virus. Donc, en parallèle avec les gens dans les compartiments, il y a le virus qui se déplace d'un endroit à l'autre. Donc, si on est pour... donc, dans ces équations-là, comme je disais, on va procéder par l'hypothèse de séjour exponentiel, même si c'est pas... Donc, surtout à des fins de simplification, puisqu'on a déjà le parcours entre les différents compartiments qui est relativement compliqué. Donc, en faisant des hypothèses assez simples sur la durée de séjour et surtout sur, en fait, les liens entre les différents compartiments, on est mené à un certain nombre d'équations pour le personnel, pour la population générale et le personnel hospitalier. Donc, ceci était la première phase. Donc, avec l'introduction de ces hôpitaux de campagne, qu'on appelait ici les Observation Wards, l'élément principal a été de mettre dans l'Observation Ward les patients qui, selon l'intensité des symptômes, donc on envoyait les patients soit dans les hôpitaux qu'on appellerait de soins aigus ou dans ces hôpitaux de campagne pour lesquels les soins sont plus limités. Et le but de la construction de ces hôpitaux-là, de ces hôpitaux de campagne, c'est pour procéder à l'isolation ou à la quarantaine dans la population. Et donc, si on compare avant-après, l'élément principal, c'est précisément que
les patients qui développent des symptômes non aigus se retrouvent dans ces hôpitaux de campagne. Et évidemment, dans les hôpitaux de campagne, on a encore la structure des employés, donc les gens qui travaillent, donc les SGSEIAR, des hôpitaux de campagne, comme on avait le SEIAR des travailleurs des hôpitaux de soins aigus. Donc, on a des équations équivalentes et on doit rajouter évidemment les équations pour la dynamique à l'intérieur de ces hôpitaux de campagne. Donc, les équations en SEIARG. Et dans la troisième phase est apparu le besoin d'être plus agressif. Et donc, on s'est retrouvé avec ici un besoin de rajouter une dimension supplémentaire. On est plus agressif dans la reconstitution des utilisations. Donc, donc on traitait surtout les patients qui étaient pour être remis. Donc, on attendait pas, on laissait pas la guérison aux gens sans les envoyer directement. Donc, c'est l'agressivité du transport, l'agressivité de l'intervention qui se fait dès le soupçon d'infection plutôt qu'attendre le développement des symptômes. Donc, on intervient immédiatement et on envoie les gens dans les hôpitaux de campagne. Donc, on n'attend pas de passer à l'apparition des symptômes. On intervient beaucoup plus tôt en amont lorsqu'il y a eu une exposition. Et donc, dans ce cas-ci, on se retrouve avec une équation légèrement différente. Donc, qu'est-ce que ce modèle-là a donné? En fait, en faisant les estimations de paramètres par des méthodes de calibration habituelles, on a pu comparer les données avec la prédiction du modèle. Donc, le modèle et la ligne continue. Les données, bon, ici, il y a un changement de ton dans l'étoile qui est plus foncé à partir du 13 février. Donc, vous vous rappellerez qu'il y a eu un changement de classification dans la détermination des patients, donc le calcul du nombre de patients infectés. Il y a eu un saut méthodologique le 12 février 2020, ce qui fait qu'il est apparu dans la même journée 10 000 nouveaux patients, lorsqu'on avait un total cumulatif d'environ 20 000. Et donc, le modèle reproduit surtout vers la troisième phase relativement bien. Et en fait, le nombre cumulatif de morts est particulièrement bien représenté, encore plus que le nombre de cas. Donc, une fois le modèle calibré, on a fait différents scénarios, en particulier sur des variations dans l'ouverture de ces hôpitaux de campagne. Et donc, les hôpitaux qui ont ouvert le 5 février, s'ils avaient été ouverts plus tôt, donc la courbe en gris, ici j'ai le nombre de cas confirmés. Donc, tous ces graphes-là sont des nombres de cas confirmés. Et donc, si plutôt qu'ouvrir le 5, la date effective, ces hôpitaux-là avaient été ouverts plus tôt, donc 23 janvier, 30 janvier, 2 février,
Donc, on aurait eu moins de cas confirmés. Donc, la mesure est efficace pour diminuer le nombre de cas. Et de manière plus dramatique, si on avait entendu même une seule journée, alors le nombre de cas, donc ici, on est de l'ordre de, bon, c'est avéré 40 000 comme maximum. Bon, on aurait pu prévenir quelques dizaines de mille cas si on était intervenu plus tôt, mais si on avait attendu plus tard, le modèle calcule qu'on aurait eu beaucoup plus de cas, donc de l'ordre du million, de plusieurs millions de cas, plutôt que 40 000, donc en fait, 3 ordres de grandeur, deux ordres de grandeur plus élevés par la différence de la date d'entrée en fonction de ces disponibilités hospitalières temporaires. Si le nombre de lits utilisés avait été augmenté ou diminué, donc si on avait augmenté le nombre de lits, bon, si on avait donc le nombre de cas confirmés en fonction du nombre de lits, donc si on avait augmenté le nombre de lits, on aurait eu une diminution par opposition. Si on avait eu une diminution du nombre de lits disponibles dans les hôpitaux de campagne, on aurait eu cette augmentation significative du nombre de cas. Donc, le nombre de cas confirmés en absence de ces... Donc, ça, c'est d'autres scénarios où on voit aussi une explosion du nombre de cas en absence de facilité ou d'intervention bien ciblée. Et en fait, ça confirme ce qu'on entend souvent, que l'intervention la plus rapide est toujours la meilleure. Donc ici, on a le nombre cumulatif de morts en fonction, donc c'est les mêmes scénarios où on concentre sur le nombre de morts plutôt que le nombre de cas. Et là, le même saut d'ordre de grandeur, on parle de centaines ou millions par un changement de ne serait-ce que de l'ordre de la journée dans l'ouverture des hôpitaux de campagne. Et donc ici, on a pardon, cette représentation-là. Donc, on voit le saut. Si on était passé du 2 février au 6 février, donc le nombre total d'infections qui fait un saut assez spectaculaire et le nombre de décès. Donc, c'est une représentation par ce modèle compartimentaire relativement élaboré, distribué en 3 phases, correspondant à la disponibilité et à l'agressivité, en fait, de l'utilisation de cette disponibilité hospitalière à Yuan, au pic de l'infection. Donc, dans un deuxième temps, on a regardé l'effet du confinement, en particulier dans la perspective, bon, beaucoup plus douce, d'un confinement qui serait progressivement relaxé à Toronto, donc la plus grande ville au Canada. Et donc ici, ce qui nous intéressait, c'était deux éléments. Premièrement, le respect des consignes d'isolement et l'effet que peut avoir la structure des ménages sur la transmission de la maladie. Donc, le confinement suggérant de demeurer à la maison, le nombre d'individus par maison, donc la grandeur des ménages, a sans doute une influence sur l'évolution de la maladie. Donc, ça, c'est un des aspects qu'on voulait regarder. Et aussi la mesure dans laquelle
les consignes sont respectées. Et donc, on a construit un modèle toujours compartimental, donc un SEI-AI, donc on voit l'inspiration du modèle précédent. Et donc ici, on séparait les gens qui respectaient les consignes de ceux qui ne les respectaient pas. Et donc, on se retrouve avec deux structures en parallèle. Et dans cette structure-là, certains individus infectés deviennent hospitalisés. Et on s'intéresse aussi, donc H, c'est les cas sévères hospitalisés. Et on va avoir ici la possibilité d'être remis et de pouvoir se retrouver dans le compartiment de décès. Et donc, la dynamique de la propagation de la maladie repose sur des interactions entre les gens qui restent et ceux qui sortent, la possibilité d'hospitaliser et surtout l'isolation. Donc, entre les susceptibles, les gens infectés, les gens remis, et on considère aussi la possibilité de isoler les gens, donc les gens remis par un isolement hors du foyer, donc dans les ménages. Donc, encore une fois, on a à considérer l'évolution, donc une équation d'état pour chacun des compartiments, les susceptibles, exposés, infectieux, remis. Et dans ce cas-ci, à cause des interactions entre les différents compartiments, on se retrouve avec une structure qui contient 8 compartiments ici. Donc, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, l'interaction est relativement compliquée. Et en fait, on a les passages d'un compartiment à l'autre qui sont donnés par cette matrice d'interaction. Donc, comme je disais, séparant les individus compliant, donc pré-symptomatiques, ceux qui sont infectés, les cas hospitalisés, ceux qui s'isolent, ceux qui sont remis. Donc, on peut faire initialement un certain nombre d'évaluations pour l'ensemble des compartiments et des valeurs, regardant sur certaines plages de temps où le confinement avait été imposé. Et comme je le disais, les taux de transfert d'un compartiment à l'autre durant la période entre les différents intervenants. Donc, là aussi, on a calibré le modèle. Donc, par le nombre d'infections, le nombre de décès. Donc, calibré du 24 février au 13 juin, puis simulé du 14 au 24 juin de l'année dernière. Évidemment, le modèle n'est pas une prévision pour cette année. Et donc, les changements de contact, comme dans le cas du modèle de Yuan, on avait la structure de contact qui changeait selon les mesures d'intervention et donc des estimés du nombre de reproductions avec la volonté, évidemment, de demeurer sous le 1. Et donc,
ici, on fait une analyse de la recommandation. Donc, SAHP, c'est Stay at Home Policy, donc le confinement à la maison. En regardant différentes mesures d'adhésion à la politique et en considérant le temps d'implantation ou de développement de la politique. Donc, si cette politique-là est imposée sur 3, 6, 9, 12, 15 jours, donc on obtient un taux de contact qui va diminuer progressivement. Et le nombre cumulatif d'infections et de décès qui va diminuer à varier en conséquence. Donc ici, on a une autre simulation. Donc, le nombre d'infections différentes périodes, sans mesure de contingent de confinement, et l'effet la grandeur moyenne des ménages, donc 2 ou 3 personnes. Donc, dans la dernière partie, je vais rapidement présenter un modèle des considérations plus mathématiques qui regarde plus en détail sur un modèle plus théorique l'effet des différents stades de la maladie, donc en particulier la représentation explicite de la période de latence, comme j'ai mentionné précédemment, de la période infectieuse et en fait les complications qui se produisent si on veut mettre plus de détails dans la représentation mathématique des distinctions ou des différentes phases de la maladie en termes de temps de séjour dans chacun des compartiments, comme je l'ai évoqué précédemment. Donc, c'est, comme je le disais, un sujet qui a été traité dans différents contextes relativement amplement. Et donc, l'idée, c'est de regarder une fonction de séjour, donc dans la période latente et dans la période infectieuse. Et il s'avère que dans ce cas-là, on doit, plutôt que procéder par des équations différentielles ordinaires, on a des équations intégro-différentielles dans lesquelles apparaît la probabilité de demeurer infectieux, donc dépendant de la fonction de densité qu'on se donne pour l'infectiosité et l'exposition avant de développer les symptômes, on va avoir différentes configurations. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi utilisé dans les modèles in-host pour regarder les cycles cellulaires. Et donc, l'approche la plus courante, c'est de prendre une distribution gamma pour la fonction de densité. Parce que si la distribution de gamma est d'ordre entier, ça nous permet de préserver la structure d'équations différentielles ordinaires, mais la dimension du système va considérablement augmenter. Et dépendant de la phase de la maladie durant laquelle on veut faire une analyse détaillée, on peut se retrouver avec des effets à long terme qui sont des prédictions d'effets à long terme qui sont assez différentes avec l'introduction d'une fonction gamma. Excusez-moi, Jacques, je ne sais pas si je peux me Oui, permettre. oui. Comment il rentre dans le modèle? C'est toujours un modèle SIR, mais vous insérez donc cette probabilité de rester dans le comportement. Oui, oui, en fait, ce qui se passe, ça va apparaître un peu plus loin. Ok, ça marche alors, pas de problème. Ok, super. Oui, 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 Ok, les équations. Ok, les équations suivent. ok, super, merci. Et donc, en termes de prédiction de modèle, donc, comme je disais, ça a été utilisé, représenté
en particulier pour des maladies infantiles. Et donc, ici, on voit le nombre de jours d'incubation pour la coqueluche. Et donc, l'exponentielle nous donne une densité décroissante, alors que les observations supposent quelque chose qui est plus conforme à une représentation qui peut être une fonction gamma, en fait. Et donc, comme je le disais, en termes d'équation, ce qu'on peut faire dans ce cas-ci, c'est représenter un terme intermédiaire par une chaîne. Donc ici, chacun des compartiments EI devient une chaîne de M compartiments E et N compartiments I. Et la conséquence, c'est que les estimés du taux de reproduction sont considérablement influencés par cette représentation de densité. Donc, la manière dont on peut procéder, et ça, c'est un travail que j'ai fait il y a quelques années avec One. Donc, ici, ce qui nous intéressait, c'était de regarder la densité, donc dans le modèle SEIRS, avec une densité dans le modèle, dans la latence, donc comme on dit, la latence. Une fois exposé, combien de temps ça prend pour devenir infectieux? Et aussi, une fois remis, est-ce qu'on peut redevenir susceptible? Et en fait, cette propriété-là, c'est quelque chose, une propriété qui est d'un grand intérêt présentement, puisque une des questions fondamentales sur la vaccination contre la COVID, c'est quelle va être la durée de l'immunité. Et donc, quand on fait la formulation, donc j'arrive aux équations, on doit procéder à l'intégration, pour ainsi dire, d'un terme intégral. Donc, vont apparaître dans les individus exposés une fonction de séjour. Donc, ici, avec la probabilité de demeurer dans le compartiment exposé, on a la probabilité P. Et donc, la probabilité Q est celle de remettre, d'être remis. Et donc, l'apparition dans le compartiment S va suivre la présence des remis. Et donc, on peut faire différentes hypothèses sur ces probabilités-là. Et bon, techniquement, le système ici n'est pas autonome, mais on peut le rendre asymptotiquement autonome. Et on s'intéresse aux états d'équilibre qu'on peut déterminer en général et dans certaines en faisant certaines hypothèses sur les distributions de probabilité de temps de séjour. Donc, le cas le plus simple, c'est évidemment celui où les distributions sont exponentielles. On se retrouve dans ce cas-ci avec les équations ordinaires. Donc, les termes qui étaient exponentiels deviennent avec les coefficients exponentiels, les coefficients des termes de disparition, par exemple, dans les remis qui apparaissent dans les susceptibles. Et pour les exposés, donc le terme en oméga 1, qui permet de passer d'exposé à infecté. Et donc, les propriétés dynamiques des modèles sont hautement dépendantes de ces probabilités-là, puisque ici, on se retrouve avec un équilibre qui est globalement asymptotiquement stable. Par contre, si on fait des probabilités différentes, donc ici, un temps de séjour fixe, pour en fait, l'immunité temporaire d'une durée taux, ça fait apparaître un terme avec délai
Et donc, la stabilité du point d'équilibre va dépendre du racine de cette équation caractéristique qui, maintenant, va posséder une exponentielle. Donc, un nombre infini de racines plutôt qu'un polynôme de degré 3 comme dans le cas précédent. Et donc, ça peut mener à des pertes de stabilité dues à l'apparition justement de cette immunité. On peut aussi regarder une latence fixe et une immunité qui disparaît sous forme avec une distribution exponentielle. Donc, on a encore des termes linéaires et des termes avec délai. La structure est un peu plus compliquée. Mais dans ce cas-ci, on peut montrer que la stabilité ne disparaîtra pas si, à cause du temps de délai. Donc, dépendant comment où le temps de délai fixe est placé dans l'équation, on peut ou non avoir une perte de stabilité. Et dans le cas où on a deux durées fixes de séjour dans les compartiments remis et exposés, on se retrouve dans ce cas-ci avec des oscillations possibles et des comportements qui sont liés en fait à des bifurcations de Hopf. Donc ici, j'ai quelques exemples numériques. Et en 2 minutes, cette même approche-là d'utiliser les compartiments avec délai a été appliquée récemment dans un modèle du virus de la dengue où on s'intéressait à les deux génotypes et on se demandait si on pouvait avoir une réinfection. Donc, la réinfection par le même type ou la réinfection du deuxième type à partir du premier, avec cette disparition de l'immunité après avoir été infecté. Donc, il y a des données qui suggèrent que c'est possible que l'immunité soit perdue. Et donc, c'est ce qu'on a regardé aussi. Donc, encore une fois, un modèle compartimental avec les équations, les termes intégraux liés aux fonctions de densité. Et encore une fois, le système est asymptotiquement autonome. Les états d'équilibre. Donc ici, on se retrouve avec, si je vais rapidement, même dans le cas des distributions exponentielles, c'est celui pour lequel on peut faire les plus grands détails de stabilité. Donc, on peut avoir l'équilibre sans maladie qui est stable ou chacun des états d'équilibre avec maladie d'une des deux souches qui est stable. Donc, ici, l'équilibre sans maladie, l'équilibre de la première, du premier type, l'équilibre du deuxième type. Ici, coexistence, un est stable, coexistence, l'autre est stable. Et ici, on a coexistence des deux souches, qui est apparemment globalement attractif. Donc, dans le cas des distributions uniformes, on a moins de résultats analytiques, mais on a une possibilité d'avoir des oscillations, donc autour des états d'équilibre. Donc, la question que tout le monde se pose, c'est que se passera-t-il après la pandémie? Et je voudrais, pour terminer, souligner que cette activité d'investigation sur la COVID, sur les maladies infectieuses, fait l'objet de plusieurs initiatives au Canada. En particulier, un certain nombre de réseaux ont été mis sur pied par le principal conseil subventionnaire de sciences naturelles et aussi le conseil subventionnaire de
de sciences de la santé. Et donc ici, on a une initiative toute récente qui vise à mettre en place une infrastructure qui permettrait d'éviter la préparation sous-optimale face à une nouvelle pandémie. Et donc, même si la phase aiguë de l'impact de la COVID sur nos vies semble, espérons-le, au moins à court terme, en voie de disparition, dans une perspective un peu plus large et pour reprendre l'idée du monde après la pandémie, on cherche à mettre en place, non pas seulement pour la COVID, mais pour toute nouvelle maladie émergente, une infrastructure qui permettrait à la fois aux autorités de santé publique et aux scientifiques de pouvoir hausser significativement le niveau de préparation. Et donc, je vais arrêter ici. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Jacques, pour cet exposé. Alors, s'il y a des questions, Jean-Pierre, on laisse la parole à Jean-Pierre. Oh ben, d'abord, je voudrais remercier chaleureusement Jacques. C'était un très bel exposé. Et en fait, c'est vrai qu'en particulier, tu termines avec une question qui est vraiment tout à fait, comment dire, que chacun se pose. C'est la durée de l'immunité une fois qu'on a été vacciné. Alors, quel est l'état actuel des choses? Est-ce qu'on a une certaine idée de cela ou est-ce que pour l'instant c'est prématuré? En fait, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de données. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans entre autres, dans cette pandémie, c'est de voir les différents points de vue des spécialistes de différentes sous-disciplines. Donc, les gens, je dirais, très, très laboratoires, eux, ils sont sur les données probantes et s'il n'y a pas d'études cliniques, on ne peut rien dire. Et il y a des gens de santé publique plus habitués au terrain, en particulier dans des pays émergents. Donc, entre autres, il y a un spécialiste de santé publique à l'Université de Montréal là, qui travaille beaucoup sur les vaccins, puis qui était impliqué dans la lutte à l'Ebola au milieu des années 90. Et donc, lui, son point de vue, c'est on a un problème pratique. Les données probantes, c'est bien, c'est l'étalon d'or, mais en absence de données probantes, si on a une situation d'urgence, on doit utiliser son jugement et espérer que les données vont suivre. Donc, bon, c'est d'une certaine manière, ça a été très critiqué. Donc, en particulier, c'est ça, les gens très, très cliniques, très laboratoires, ils disent non, si c'était testé dans ces conditions-là, c'est immoral de l'utiliser dans des conditions différentes. Ce qui a mené, en fait, à cette discussion sur l'intervalle entre les 2 doses de vaccin. Oui. Toutes les données cliniques, évidemment, ont été faites de 21 ou 28 jours sur Moderna et Pfizer. Mais à cause du problème d'approvisionnement, certains ont fait des calculs qualifiés de spéculation ou d'exercice de haute voltige par des critiques plus acerbes pour déterminer si la propagation serait mieux arrêtée avec plus de personnes à 1 dose plutôt que de suivre le protocole à 2 doses. Et en fait, il y a eu des travaux de différents groupes au Canada. Et dépendant des circonstances, dépendant du taux d'incidence, on peut avoir avantage effectivement à allonger la durée. Et c'est maintenant accepté par les comités de recommandation d'immunisation. Mais au sens strict, c'était une utilisation non autorisée, puisqu'il n'y avait pas eu de données cliniques. Mais en fait, c'est bien connu en pharmacie, en sciences pharmaceutiques, qu'une très, très grande proportion des prescriptions de médicaments sont ce qu'on appelle off-label. Donc,
c'est des observations plus ou moins anecdotiques, plus ou moins documentées, qui sont faites a posteriori de l'approbation et elles sont utilisées. Puis, bon, les médecins n'ont pas d'hésitation. Si ça fonctionne, ben ça a l'air de fonctionner, puis on bâtit une connaissance à mesure qu'on fait des observations nouvelles. Donc, en particulier, il y a un médicament anticancéreux qui est maintenant utilisé en ophtalmologie parce qu'un effet secondaire, c'était la réduction de la vascularisation. Donc, la vascularisation de la rétine est maintenant traitée avec ce médicament anticancéreux, là, des injections dans le globe oculaire directement. Donc, ça, c'est off-label, mais c'est utilisé. Et donc, on est un peu dans cette situation-là où, sur la base stricte des données cliniques, on ne le sait pas vraiment. Donc, on peut faire des extrapolations sur ce qu'on connaît des autres coronavirus, des autres vaccins semblables. Jusqu'à maintenant, l'immunité ne semble pas diminuer considérablement sur l'échelle de la semaine ou du mois, les seules observations qu'on a. Ce qui n'est pas impossible, c'est d'être dans une dynamique de revaccination saisonnière, un peu comme la grippe. Oui. Par mesure préventive. Et surtout, en fait, le vrai danger, c'est pas tant la diminution que l'apparition des variants qui seraient résistants au vaccin. Et donc, dépendant des différentes souches qui apparaissent, donc c'est une des premières choses qui est testée. Là, on essaie de voir avec du plasma de patients, tester l'effet des nouveaux variants. Et ça diminue l'efficacité, mais ça a quand même un certain effet. Sauf le tout dernier, donc qui s'appelle Delta maintenant, qui est observé en Inde la première fois dans un des trois souches, semble particulièrement dangereuse en fait. Donc le vaccin dans son état actuel a moins d'effet sur celui-ci que sur les précédents qui étaient les autres variants d'intérêt. Et donc, la difficulté principale, c'est vraiment le danger d'avoir tant que la vaccination n'est pas suffisamment répandue partout dans le monde, il y a toujours cette possibilité qu'apparaisse quelque chose pour lequel le vaccin actuel est moins efficace. Donc, beaucoup moins efficace. Donc, ça, c'est le danger principal. Mais les données, présentement, sont pas suffisantes pour vraiment se faire une idée. Là.